On se lance donc dans ce cours sur les fonctions trigonométriques, donc le chapitre, comme d'habitude, hein, on va essayer de compléter et de comprendre ensemble le cours, qui est assez bref, hein, vous allez voir, il y a peu de nouveautés. On s'était posé la question en début d'année si on regroupait toute la trigonométrie dans un seul et même chapitre ou si on fractionnait ça en deux, donc on avait choisi de fractionner ça en deux. Mais du coup, c'est vrai que cette deuxième partie est assez succincte, mais malgré tout, elle a son importance. Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder ici plus particulièrement sur les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire le cosinus et le sinus. Donc j'ai mis une petite activité d'introduction qu'on aurait dû faire en classe, on va la zapper pour aller à l'essentiel. J'ai commencé par vous mettre des rappels, parce qu'on est peut-être confronté à un petit bug là, du programme. C'est censé être des rappels, mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu. En fait, même je sais que vous ne l'avez pas vu, parce que c'est passé au programme de la seconde cette année. Donc les secondes de cette année, on l'a vu avec eux. Ça ne l'était pas l'année dernière. Or, cette année en première, on considère que vous l'avez vu l'année dernière. Donc il y a un petit paradoxe, je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est au programme de la seconde à partir de maintenant. Ça ne l'était pas l'année dernière, donc vous ne l'avez pas vu l'année dernière. Mais cette année en première, on considère que vous l'avez vu l'année dernière. Il y a un petit problème là, donc on va résoudre de toute façon ce petit problème. Alors vous allez voir, c'est juste un petit problème simple que vous allez vite comprendre si vous suivez, mais ça manque peut-être pour pouvoir bien comprendre ce qu'on va voir ensuite, c'est sur la notion de parité d'une fonction. Donc je vois même que là je vous ai ouvert le cours non complété, on va plutôt suivre ensemble avec le cours complété, ça sera plus simple pour vous. Donc la notion de parité d'une fonction, voilà, là je l'ai complété. Qu'est-ce que c'est une fonction paire? Une fonction définie sur un ensemble de nombres E, symétrique par rapport à 0, elle est paire, en fait, si f de moins x égale f de x. Donc si f de moins x égale f de x pour tout x de notre intervalle, de notre ensemble de nombres, alors la fonction est dite paire. Si f de moins x égale moins f de x pour tout x dans E, alors f est une fonction dite impaire. Donc on regarde un petit peu le petit paragraphe ici, un ensemble de nombres E vérifiant moins x appartient à E pour tout x dans E, dit symétrique par rapport à 0. Une fonction définie sur un ensemble est soit paire, soit impaire, soit ni l'un ni l'autre. Alors c'est peut-être pas très clair, une fonction paire, ça va donc se caractériser d'après la définition par une fonction qui a la même image pour un réel et pour son opposé. F de moins x égale f de x, elle a la même image pour un réel et pour son opposé. Je vous laisse 10 secondes, réfléchissez, essayez de me trouver une fonction paire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fonction paire. La fonction paire la plus connue, c'est la fonction carré. La fonction carré, c'est une fonction paire. Pourquoi? Un réel et son opposé ont le même carré. Moins 2 et 2, leur carré c'est 4. Moins 5 et 5, leur carré c'est 25. Moins 10 et 10, leur carré c'est 100. Voilà, on pourrait faire ça jusqu'à demain, mais la fonction de référence la plus connue, la fonction de référence paire la plus connue, c'est la fonction carré. Ça se caractérise par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. J'anticipe un peu sur la deuxième propriété. Une fonction définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0, elle est paire si et seulement si il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. La fonction carré, vous voyez que c'est le cas, donc c'est bien une fonction paire. Et de façon générale, x carré plus 2, x carré plus 8, etc., ce seraient des fonctions paires. Ensuite, fonction impaire, c'est une fonction pour laquelle si un réel et son opposé ont des images opposées. Je répète, c'est la définition, f de moins x égale moins f de x, donc un réel x et son opposé moins x ont des images qui sont opposées. Un exemple de fonction impaire, c'est plus compliqué, mais bon, allez, je vous laisse encore 10 secondes pour trouver. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, on n'a pas que ça à faire. Allez, réfléchissez quand même. Fonction de référence connue qui est impaire, c'est la fonction cube. Je trace la courbe représentative de la fonction cube, j'espère vous en rappeler un petit peu. Elle ressemble à ça, et donc un réel et son opposé ont des images opposées avec la fonction cube. Exemple, moins 2 au cube égale moins 8, 2 au cube égale plus 8. 3 au cube égale 27, moins 3 au cube égale moins 27. Un réel et son opposé ont des images opposées avec la fonction cube, qui est donc une fonction impaire. Là, on vous donne deux exemples de fonctions paires. X au carré plus 1,
Parce que, en fait, comment prouver qu'une fonction est paire? Je calcule f de moins x et je prouve que c'est la même chose que f de x. Mais f de moins x, ça va faire moins x au carré plus 1, mais moins x au carré, ça fait x au carré. Donc ça fait x au carré plus 1, donc ça c'est la fonction f de x. On a prouvé que f de moins x est égal à f de x, donc la fonction est paire. Une fonction impaire, comment je fais pour le prouver? Je calcule f de moins x et je prouve que c'est moins f de x. Exemple, la fonction cube. F de moins x, ça fait moins x au cube, mais moins x au cube, je peux enlever la parenthèse, c'est moins plus loin x au cube, donc c'est moins f de x. Donc f de moins x égale moins f de x, donc la fonction cube est impaire. Fonction impaire, ça se caractérise par une symétrie par rapport au centre, par rapport à l'origine. L'origine est un centre de symétrie pour une fonction impaire. Alors qu'on a vu un petit peu plus haut, c'est l'axe des ordonnées qui est un axe de symétrie pour une fonction paire. Donc là, par exemple, on reconnaît immédiatement une fonction paire. Axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Ici, on reconnaît immédiatement une fonction impaire. Centre de symétrie, l'origine. Donc en prenant les exemples ci-dessus, la fonction h est paire, donc l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. La fonction cube est impaire, donc l'origine est un centre de symétrie. Donc voilà, petit point, comme je vous l'ai dit, petit point de seconde au programme de la seconde, que vous n'aviez peut-être pas vu l'année dernière, et qu'il faut avoir en tête. Comment reconnaître et caractériser et définir une fonction paire et une fonction impaire. Donc je répète, une fonction paire c'est telle que f de moins x égale f de x, une fonction impaire c'est telle que f de moins x égale moins f de x. Comment prouver qu'une fonction est paire ou impaire? Je détermine f de moins x. Si quand je calcule f de moins x ça fait la même chose que f de x, ma fonction est paire. Si quand je calcule f de moins x, ça fait moins f de x, la fonction est impaire. Si quand je calcule f de moins x, ça fait ni f de x ni moins f de x, alors la fonction n'est ni paire ni impaire, ce qui est tout à fait possible. La majorité des fonctions sont ni paires ni impaires. Mais justement, pourquoi on a vu ça? Parce que les fonctions qu'on va étudier plus spécifiquement maintenant, qui sont les fonctions sinus et cosinus, sont des fonctions qui ont une parité précise. Donc la fonction sinus, déjà, définition, c'est la fonction qui a tout nombre réel associe son sinus. La fonction cosinus, c'est la fonction qui a tout nombre réel associe son cosinus. Ce sont des fonctions qui sont définies sur R. N'importe quel réel, je peux prendre son cosinus, je peux prendre son sinus. Et justement, qu'est-ce que je sais? Je sais que sinus de moins x égale moins sinus de x. Si vous vous rappelez, je vous l'ai fait un rappel dans une première vidéo. Si je prends x et moins x, leurs sinus sont opposés. Le sinus de x, c'est le sinus de moins x, c'est l'opposé du sinus de x. Par contre, leurs cosinus sont identiques. Là, vous avez le réel x, là, vous avez le réel moins x. Vous voyez que ces deux réels ont le même cosinus. Donc voilà pourquoi cos de moins x égale cos x. Mais si cos de moins x égale cos de x, ça c'est la définition même d'une fonction paire. On a dit f de x égale f de moins x, fonction paire. Cos de x égale cos de moins x, le cos est paire. Sinus de moins x égale moins sinus de x, c'est la définition d'une fonction impaire. F de moins x égale moins f de x, vous voyez c'est encore là. F de moins x égale moins f de x, ça veut dire fonction impaire. Or là, qu'est-ce qu'on a? Sinus de moins x égale moins sinus de x. C'est la définition même d'une fonction impaire. Donc sinus, la fonction sinus est impaire, la fonction cosinus est paire. R est symétrique par rapport à 0, donc pour tout x réel, moins x appartient au réel aussi. Donc une petite propriété, alors pas une propriété, petite remarque. Et ensuite, maintenant qu'on a vu la parité, voyons la périodicité de ces fonctions. Sinus de x plus 2pi, ça fait sinus de x. Cosinus de x plus 2pi, ça fait cosinus de x. Donc on dit que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques, et j'aurais même pu rajouter périodiques de période 2pi. C'est-à-dire tous les 2pi, on retombe au même point. C'est-à-dire que ça va être des fonctions, c'est pour ça qu'on dit sinusoïdales, qui vont se répéter. Tous les 2pi, on va avoir les mêmes évolutions, puisque quand je fais 2pi, en fait, je fais un tour complet du cercle trigonométrique, donc je me retrouve au même point, je me retrouve donc avec le même cosinus et avec le même sinus. Donc étude des courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus. En tenant compte de la parité et de la périodicité des fonctions sinus et cosinus, il suffit de les étudier sur un intervalle de longueur pi. Par exemple, choisissons l'intervalle 0pi. La fonction sinus, elle est croissante entre 0 et pi sur 2, puis décroissante entre pi sur 2 et pi. Ça donne le tableau de variation suivant. Alors pour bien vous l'expliquer, il me faudrait un petit cercle trigonométrique.
Allez, on va garder ça sous le nez et je vais vous faire le cercle trigonométrique au tableau pour vous essayer de bien vous faire comprendre ça. On fait donc, je recule un peu pour que vous puissiez, si possible, tout voir en même temps. On fait un cercle trigonométrique, même pas très joli. On part de 0, on balaye le cercle trigonométrique. Si je vais de 0 à pi sur 2, qu'est-ce qui se passe pour les cosinus? Les cosinus font comme ça, donc ils diminuent. Ils passent de 1 à 0. Et si plus généralement, même prendre une autre couleur, ça sera peut-être plus clair. Si je vais de 0 à pi, ben, qu'est-ce qui se passe pour les cosinus? Ils ont diminué tout le long. Ils ont diminué de 1 à moins 1. Donc voilà pourquoi, en passant par 0 en pi sur 2. Donc voilà pourquoi le sens de variation du cosinus, je vais commencer par lui parce qu'il est peut-être plus simple, qu'un x varie entre 0 et pi, comme ça, le cosinus part de moins 1 et descend, part de 1 pardon, et descend jusqu'à moins 1. Donc voilà pourquoi on a ce tableau de variation. En ce qui concerne le sinus, qu'est-ce qui se passe? Si je pars de là, je pars, quand x égale 0, le sinus vaut 0, mon point de départ. Ici, qu'est-ce qui se passe? Quand je balaye jusqu'à pi sur 2, le sinus, il augmente jusqu'à 1. De 0 à pi sur 2, quand je me déplace dans ce sens-là, le sinus, il va comme ça, donc il augmente de 0 à 1. En pi sur 2, il vaut 1. Et si je continue à balayer mon cercle trigonométrique jusqu'à pi, donc de pi sur 2 ici jusqu'à pi, le cosinus il va redescendre de 1 à 0. Donc le cosinus va redescendre de 1 à 0. Et donc voilà pourquoi j'ai ce tableau de variation là pour le sinus et ce tableau de variation là pour le cosinus. Et si après on continuait, là qu'est-ce qui se passerait pour le cosinus entre pi et 2pi? Ben, le cosinus entre pi et 2pi, il va se mettre à remonter. Il va remonter de moins 1 à 0. Donc si je continue après, ça remonterait de moins 1 à 0. Bah oui, c'est logique parce qu'on a la symétrie, vu que c'est une fonction paire, on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées serait là. Par rapport à cet axe-là, on a une symétrie. Donc, et vu qu'on a la périodicité par rapport à 2pi, c'est-à-dire qu'au bout de 2pi, il faut qu'on se retrouve à notre point de départ. Donc c'est-à-dire qu'au bout de la moitié de 2pi, on doit changer de variation. La moitié de 2pi, c'est pi. Donc si je descends de 0 à pi, alors je suis obligé de remonter de pi à 2pi pour avoir bien une fonction qui soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis pareil, qu'est-ce qui se passerait si je continue à balayer mon cercle ici pour les sinus? Les sinus là, ils continuent à diminuer de pi à 3pi sur 2, ils continuent à diminuer jusqu'à moins 1. De 3pi sur 2 à 2pi, ils remonteraient de moins 1 à 0. Donc voilà ce que ça donne pour les variations des fonctions cosinus et sinus qui sont donc représentées par les courbes suivantes en utilisant les propriétés de parité et de périodicité de cette fonction ainsi que les valeurs remarquables. Alors les valeurs remarquables, là je ne les ai pas précisées, mais celles qui nous intéressent c'est surtout 0, pi sur 2, moins pi sur 2. On obtient les sinusoïdes ci-dessous. La fonction sinus qui est représentée ici en premier, et la fonction cosinus. On remarque d'ailleurs que la fonction sinus, fonction impaire, donc centre de symétrie, l'origine, fonction cosinus, fonction paire, axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Par ailleurs, on remarque bien la périodicité de 2pi. Tous les 2pi, on se retrouve au même point. Qu'on parte d'un sommet d'ailleurs ou d'un point quelconque, vous partez de là, vous ajoutez 2pi, vous retrouverez là au même point. Périodicité de 2pi, donc translation de vecteur 2pi. Et fonction paire pour le cosinus, donc symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Fonction impaire, le sinus, symétrie par rapport à l'origine. Donc voilà pour les principales propriétés à connaître sur les fonctions trigonométriques. Donc ça, finalement, ces remarques-là, je vous les ai faites. Et puis un petit bonus qui va servir dans certains exercices que je vais vous donner à faire. L'étude des fonctions trigonométriques, notamment en ce qui concerne leur dérivation. Ce n'est pas forcément au programme, donc là on va un petit peu plus loin, ça vous fera gagner du temps pour l'année prochaine. Dérivée de ces fonctions-là, donc là j'ai repris le cours qui est carrément dans votre livre, parce que c'était votre livre, c'est un des seuls qui parle de ça, de la dérivée des fonctions sinus et cosinus. Donc là, cette partie-là, vous l'avez dans votre livre. Si f est la fonction cosinus et g la fonction sinus, alors f et g sont dérivables.
Et attention, la dérivée du cosinus c'est moins sinus, la dérivée du sinus c'est cos de x. Je répète, si f c'est cosinus, f' c'est moins sinus de x. La dérivée du cosinus c'est moins sinus de x. La dérivée du sinus c'est cos de x. Donc ça c'est une propriété admise à connaître. Des propriétés d'application, si j'ai plus uniquement cos de x mais cos de ax plus b, donc cos de u. Alors si f c'est cos de ax plus b, g c'est sinus de ax plus b, alors f', ça sera moins a fois sinus de ax plus b. Autrement dit, le cos se transforme en sin, je passe le moins, hein, comme la dérivée du cos de x c'est moins sinus de x, donc la dérivée du cos de ax plus b c'est moins sinus de ax plus b, sauf que je vais aussi dériver le ax plus b et le passer devant. Ça rappelle un peu la dérivée de l'exponentielle de u. L'exponentielle de u c'est u' de u. Bah, la dérivée de cos de ax plus b c'est moins a', moins la dérivée de ax plus b, donc a fois sinus de ax plus b. La dérivée de sinus de ax plus b, c'est a fois cos de ax plus b. Puisque la dérivée de sinus de x, c'est cos x, la dérivée de sinus de ax plus b, c'est a fois cos de ax plus b. Hein, tout ça, ça vient de la propriété qu'on avait vue, qui est la dérivée d'une composée de fonction. La dérivée de h de ax plus b, c'est a h' de ax plus b. Hein, donc la dérivée de, je répète, cos de ax plus b, c'est moins a sinus de ax plus b. La dérivée de sinus de ax plus b, c'est a cos de ax plus b. Là encore, bon, si vous avez un peu de mal avec cette propriété, avec cette démonstration, voyons surtout l'exemple. Si je veux dériver cos de 4x moins 1, ça c'est du type cos de ax plus b. Alors la dérivée de cos de x plus b, c'est moins a sinus de ax plus b. Donc là, ça va faire moins 4 sinus de 4x moins 1. Autrement dit, en fait, application directe, je prends ce qu'il y a dans le cosinus, je le dérive, je le mets devant, et je mets un moins, et je recopie. Non, pardon. Là, j'ai dit, je suis allé un peu vite, donc je répète. Si je veux dériver cos de 4x moins 1, je prends 4x moins 1, je dérive, ça fait 4. Le cosinus, je le transforme en sinus et je mets un moins devant. Donc ça fait moins 4 sinus de 4x moins 1. Application, alors dérivée de cos de x plus sin de x, là j'applique directement les propriétés. Dérivée de cos de x, c'est moins sinus de x. Dérivée de sinus de x, c'est plus cos de x. Donc ça, c'est une dérivée d'une somme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc dérivée de cos de x plus sin de x, moins sin de x plus cos de x. Je dérive terme à terme. Dérivée de sinus de 3x plus 12. Sinus de 3x plus 12, c'est ce type de fonction-là, sinus de ax plus b. La dérivée de sinus de ax plus b, c'est a cos de ax plus b. Donc la dérivée de sinus de 3x plus 12, c'est 3 cos de 3x plus 12. Donc c'est expliqué ici. Et enfin, cos de moins 2x moins 3, ça c'est une fonction du type cos de ax plus b. La dérivée de cos de x plus b, c'est moins a sinus de ax plus b. Donc la dérivée de cos de moins 2x moins 3, ça sera moins 2 sinus de moins 2x moins 3. Mais moins 2, ça fait 2. Donc ça fait 2 sinus de moins 2x moins 3. Donc il est primordial de savoir sur quel intervalle on a le droit de dériver et appliquer correctement la formule en identifiant bien les coefficients a et b et faire attention aux signes. Là par exemple, moins, pensez que ça fait plus. Donc voilà, entraînez-vous avec ce petit exo justement, qui est plutôt sympa pour démontrer la parité et la périodicité d'une fonction, illustré par un beau graphique. Et puis vous pouvez tester vos connaissances avec ce petit exo d'application. Et puis ensuite, étape suivante, essayez de faire les exos qui sont notés ici, exos du livre. Comme d'habitude, je vous ai fait passer normalement la correction de tous les exos. Je vous ai rédigé la correction des exos qui sont soulignés. Donc si vous faites tout ça, si vous entraînez bien, il n'y a pas de raison que ce dernier chapitre se passe mal. Bon courage!